La banque UBS prédit que dans 20 ans, le tourisme spatial sera un marché de 3 milliards d'euros et en forte croissance. Fin 2019, Richard Branson a mis en bourse Virgin Galactic avec la promesse de devenir le leader mondial du tourisme spatial. De son côté, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, finance à fond perdu Blue Origin, un lanceur spatial qui a aussi dans son viseur le tourisme spatial. Alors, face à ces perspectives, faut-il investir sur ce nouveau marché? Est-ce le bon moment pour parier votre argent sur le tourisme spatial? En 2001, Denis Tito a dépensé 20 millions de dollars pour passer quelques jours en orbite dans la Station spatiale internationale et ainsi devenir le premier touriste spatial de l'histoire. Depuis, on a vu toutes sortes de spéculations sur le marché du tourisme spatial. Force est de reconnaître que 20 ans plus tard, le décollage se fait toujours attendre. Depuis Tito, il y a eu en effet en tout et pour tout seulement 7 touristes spatiaux, le dernier datant de 2009. Alors, le tourisme spatial, est-ce une fausse bonne idée morte-née? Pas si vite. Depuis quelques années, on assiste à l'arrivée d'une nouvelle génération de sociétés qui, menées par quelques milliardaires aux poches profondes, investissent lourdement sur le sujet. Alors, sont-ils les vrais visionnaires d'une nouvelle industrie ou assistons seulement aux caprices d'une poignée de grands enfants qui se font plaisir? Le sujet est assez dense et on a pas mal de points à couvrir, donc installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous prendre un petit café. Le tourisme spatial se divise en deux grandes catégories bien distinctes. 1. Le vol orbital et 2. Le vol suborbital. Comme son nom l'indique, le vol orbital consiste à aller tourner en orbite autour de la Terre, en général pour y séjourner au moins pendant quelques jours. Pour se fixer les idées, la Station spatiale internationale est située à 400 km d'altitude. Pour se maintenir en orbite stable, la station doit tourner à la vitesse vertigineuse de 27 600 km/h. Le vol suborbital est beaucoup moins ambitieux. Il permet simplement au cours d'un vol balistique de quitter un bref instant l'atmosphère terrestre. Pour aller dans l'espace, il faut en principe dépasser la ligne dite de Kármán, située à 100 km d'altitude. La partie du vol située dans l'espace ne dure que quelques minutes. Le gros avantage est que pour atteindre cette altitude de 100 km, la vitesse nécessaire est 8 fois inférieure à celle nécessaire pour aller en orbite. Comme on va le voir, ce gros différentiel de vitesse a un impact énorme sur le prix du ticket. Alors justement, combien ça coûte? En 2019, la NASA a commencé à commercialiser la Station spatiale internationale comme un hôtel pour la modique somme de 35 000 $ la nuit, soit le prix d'une suite dans un grand palace. Comme en simple maintenance, la station spatiale coûte plus de 4 milliards par an et que la station a une capacité d'accueil de seulement 6 personnes, un rapide calcul montre que la nuitée dans l'espace devrait être facturée à environ 2 millions d'euros. En tapant très en dessous du coût réel, la NASA a réalisé un joli coup marketing. Si on a les moyens, 31 500 € la nuit, cela paraît très raisonnable pour avoir une vue absolument imprenable sur la Terre. Ce que la NASA ne précise pas, c'est que ce prix n'inclut pas le transport. Or, envoyer un humain en orbite coûte toujours au bas mot au moins 20 millions d'euros. À ce prix-là, même si la nuit dans la station était gratuite, ça ne changerait pas grand-chose à une édition plutôt salée. En comparaison, Virgin Galactic propose son expérience de vol suborbital pour 100 fois moins cher. Bon, ça fait quand même un ticket à 200 000 €. Je pense que vous l'avez compris, dans tous les cas, le tourisme spatial restera pour longtemps une distraction de riches, voire de très très riches. Pour voir si le tourisme spatial a un avenir, on va maintenant essayer d'estimer ce que les Américains appellent le TAM, ou le Total Addressable Market, ce qui en bon français peut se traduire par la taille du marché adressable. Le marché adressable consiste à évaluer ce que paierait l'ensemble des clients susceptibles d'être intéressés par un produit donné. C'est un concept très utile car par définition, il représente le maximum théorique du chiffre d'affaires que peut espérer une entreprise si elle arrivait à capter 100% du marché en question. Aujourd'hui, le marché du tourisme spatial est quasi inexistant. La grande question est donc d'évaluer quelle sera la taille de ce marché dans le futur. Calculer un TAM ou un marché adressable, c'est toujours un exercice délicat. C'est encore plus difficile pour un marché qui n'existe pas encore. En gros, il y a deux méthodes qui sont utilisées. Et pour ça, je vais encore utiliser un jargon américain. Il y a la méthode top-down et 2, la méthode bottom-up. La méthode top-down est celle qui est utilisée par la plupart des projectionnistes, dont nos petits amis d'UBS. Elle a l'immense avantage d'arriver très vite à un ordre de grandeur qui paraît cohérent. Cette méthode se déroule en 3 étapes. Première étape, on définit un prix cible pour le produit qu'on veut vendre. Seconde étape, on estime le nombre de clients qui ont les moyens de se payer le produit. Et troisième étape, on estime le taux de pénétration, à savoir la proportion de ces clients potentiels qui vont effectivement acheter ce type de produit. Appliquons donc la méthode top-down à nos options suborbitales et orbitales. Dans notre cas, la première étape va être assez facile. On a vu que le vol suborbital est proposé à 200 000 € et l'orbital à 20 millions d'euros. Venons-en maintenant au nombre de clients potentiels qui peuvent se payer ce genre de petits plaisirs. Dans son document d'entrée en bourse, Virgin Galactic estime que pour une expérience
hors du commun, les gens sont capables de dépenser d'un coup environ 1% de leur patrimoine. En passant, pensez à ce que 1% de votre propre patrimoine représente et demandez-vous si vous êtes prêt à le brûler sur un truc un peu dingue. Bon, partons sur cette hypothèse. Cela veut dire que les vols suborbitaux s'adressent aux ultra riches qui pèsent 100 fois le prix du ticket, ce qui suppose un patrimoine d'environ 20 millions d'euros. Ce club très sélect comporte environ 350 000 personnes dans le monde. Pour ce qui est du vrai séjour orbital, on s'adresse ici à des gens qui sont encore 100 fois plus riches. C'est un groupe 1000 fois plus petit, soit seulement 350 personnes dans le monde. Il reste à estimer combien de personnes dans chaque groupe seraient partantes pour la balade dans l'espace. Pour cela, on se base sur des enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de prospects à qui on demande une question du genre « Seriez-vous prêt à dépenser 1% de votre patrimoine pour vivre une expérience unique de voir la Terre depuis l'espace ?» Et comme l'espace est resté quand même très glamour dans l'imaginaire collectif, les enquêtes ont montré qu'il y a environ 30% des gens qui répondent oui à cette question. Le problème, c'est que dans la vraie vie, il y a toujours un écart important entre ce qu'on répond dans une enquête et quand il faut vraiment ouvrir les cordons de la bourse. Typiquement, il faut prendre une marge d'erreur d'environ 50%, ce qui veut dire que dans notre cas, il y a en fait que 15% des sondés qui seraient vraiment prêts à faire chauffer leur carte Platinum pour faire un trip dans l'espace. Ensuite, comme on veut calculer un marché annuel, il faut déterminer à quelle fréquence les clients vont consommer ce type de service. Racheter un second ticket suppose d'avoir fait son trip spatial, pas seulement pour réaliser un rêve d'enfant, ou pour éblouir ses amis blasés de tout, mais parce qu'on a vraiment aimé ça. À ce propos, il est intéressant de constater que sur les 7 touristes qui ont payé pour visiter la station spatiale dans les années 2000, un seul a renouvelé l'expérience. Ce qui nous fait un taux de récurrence de 14% en 10 ans, pas terrible. Allez, pour notre marché futur, soyons plus optimistes. Prenons l'hypothèse que les clients voudront renouveler l'expérience en moyenne une fois tous les 5 ans. Quand on combine ces facteurs, cela nous donne chaque année environ 10 000 prospects sérieux pour le vol suborbital et seulement 11 prospects pour le vol orbital. Cela nous permet d'en déduire un marché adressable à terme de 2 milliards d'euros pour les vols suborbitaux et de 210 millions d'euros pour les vols orbitaux. Encore une fois, il s'agit de marché maximum théorique et non du chiffre d'affaires espéré qui ne pourra être qu'une fraction de ces montants. Quel enseignement on peut tirer de ces chiffres? On voit tout d'abord que le marché total du vol orbital est minuscule. Un marché adressable avec au mieux 11 clients potentiels par an, c'est très difficile à gérer. Pour le vol suborbital, c'est une autre histoire. 10 000 clients par an pour 2 milliards d'euros, voilà pour une start-up un très beau marché adressable. Même si Virgin Galactic n'arrive à en capter qu'une fraction, le reste étant pris par la concurrence, on comprend pourquoi beaucoup d'investisseurs ont accueilli avec enthousiasme la mise en bourse de la société de Richard Branson. D'autant qu'il ne s'agit que du marché à prix constant. Ce que Virgin Galactic fait miroiter à ses investisseurs, c'est qu'avec la montée en cadence de ses vols, son coût de revient devrait baisser. En répercutant cette baisse sur le prix du ticket, le marché adressable devrait fortement augmenter. En effet, vous avez sans doute remarqué qu'avec un coût du ticket 100 fois moins cher, le vol suborbital avait un marché adressable 10 fois plus gros que celui du vol orbital. À première vue, ça peut paraître un peu contre-intuitif qu'en faisant payer moins cher, on puisse gagner plus. Mais ça s'explique facilement par le fait que la distribution des revenus des clients n'est pas linéaire. Autrement dit, chaque baisse de prix est plus que compensée par l'augmentation du nombre de clients potentiels. Par exemple, si Virgin arrive à diviser par 2 le prix de son ticket de 200 à 100 000 euros, elle pourra capter 3 fois plus de clients potentiels et son marché adressable va mécaniquement augmenter de 50%. C'est la perspective de voir ce marché grandir à l'avenir qui est excitant ceux qui ont acheté les actions mises en bourse par Virgin Galactic. Le problème principal de l'approche top-down, c'est qu'elle repose sur du déclaratif de prospects qui n'engage que ceux qui les écoutent. Ça rend nécessairement les hypothèses un peu fragiles. Bon, certes, Virgin Galactic se targue d'avoir déjà enregistré 600 commandes fermes pour ses vols suborbitaux, avant même d'avoir démarré l'exploitation. Pas mal! 600, c'est un bon début, mais cela ne représente qu'en fait que 6% des prospects potentiels. 6%, c'est typiquement ce qu'on appelle les early adopters, qui sont forcément les plus enthousiastes pour ce type d'offre. Si on réalise qu'après coup, les 94% restants sont beaucoup plus difficiles à convaincre que cette première vague de pionniers, le vrai marché adressable peut se révéler beaucoup plus étroit que ce que l'étude initiale avait prédit. Pour se donner un peu plus de confort sur la taille réelle du marché adressable du tourisme spatial, voyons maintenant l'approche bottom-up. Bottom-up, bottom-up, bottom-up. L'idée ici est de partir sur ce que les clients dépensent déjà aujourd'hui sur des produits existants relativement similaires et d'essayer d'extrapoler quel serait le potentiel de substitution de notre produit cible. Bien sûr, aucun produit n'est exactement pareil, ce qui peut rendre l'extrapolation un peu délicate. Mais cette approche a l'immense mérite de partir sur des vraies dépenses qui font l'objet de vrais arbitrages de la part des clients, plutôt que sur des enquêtes d'intention qui n'engagent à rien. Commençons par le vol suborbital. Dans son business plan, Virgin Galactic argue que les ultra-riches sont prêts à dépenser plus de 200 000 euros pour louer un yacht de luxe pendant une semaine. La comparaison est séduisante, mais un peu biaisée.
Entre une expérience dans l'espace, certes spectaculaire, mais qui ne dure que quelques minutes, et un séjour de luxe d'une semaine entière, on n'est pas vraiment dans le même registre. En fait, qu'est-ce qu'on vend exactement ici? Le vol suborbital vend essentiellement deux promesses. La promesse de jouir d'un panorama unique avec l'entrée dans l'espace, on voit l'atmosphère passer du bleu au noir. À 100 km d'altitude, on n'est pas assez haut pour voir toute la Terre, mais par contre on en voit déjà très bien la courbure. Un bon moyen de se convaincre en passant que la Terre n'est pas plate et toc. La seconde promesse est de vivre pour quelques minutes une expérience de microgravité qui permet de flotter dans l'espace comme un vrai astronaute. Pour ce qui est de la belle vue du ciel, la société MiGFlug propose des vols en MiG-29 qui permettent de monter jusqu'à 20 km d'altitude. Certes, ce n'est pas aussi haut qu'un vrai vol suborbital type Virgin Galactic, mais cela s'en rapproche. À 20 km en l'air, on commence à distinguer la courbure de la Terre et le noir de l'espace. En bonus, le pilote peut vous faire vivre toutes sortes d'acrobaties spectaculaires qui, en passant, sont impensables dans l'offre de Virgin. 55 minutes de vol à deux dans un cockpit de MiG-29, cette expérience exclusive est proposée à 17 000 €, soit 12 fois moins cher que l'offre de Virgin Galactic. À ce prix-là, le marché potentiel des gens capables de s'offrir ce petit coup d'adrénaline devrait être de 360 000 personnes. Si ce niveau de demande était réel, il y aurait de quoi occuper à plein temps des dizaines de MiG-29 qui ne feraient que ça toute la journée. Malheureusement, la demande a été si limitée que la société MiGFlug a mis fin à cette offre. Il semble que les clients préfèrent payer 5 000 € pour vivre les sensations fortes de voler sur un avion de chasse, mais pas le supplément de 12 000 € pour voir la courbure de la Terre et le bleu qui annonce l'espace. Du coup, on peut douter qu'à part une poignée de puristes, beaucoup de gens soient prêts à payer 10 fois plus juste pour voir la Terre d'un peu plus haut. Qu'en est-il de la seconde promesse, la sensation d'apesanteur? Pour les gens qui veulent déjà vivre cette expérience incroyable, c'est déjà possible. Aux États-Unis, la société 0G propose des vols paraboliques sur un Boeing 727 capitonné. Pour 5 000 €, vous aurez le droit à 15 séquences où vous pourrez flotter pendant 20 à 30 secondes. Sensation garantie. Jusqu'à 34 passagers payants peuvent embarquer sur chaque vol. 0G arrive à remplir une centaine de vols par an répartis sur tous les États-Unis. Il existe des offres similaires de vols paraboliques en Europe et en Russie, mais dont l'engouement est nettement plus faible qu'aux États-Unis. Au global, on peut estimer que le marché mondial pour flotter en apesanteur est inférieur à 10 000 passagers par an. Alors ça veut dire qu'à 5 000 € le ticket, il y aurait environ 120 millions de personnes dans le monde avec les moyens de s'offrir cette expérience. 10 000 passagers pour 120 millions de prospects, cela veut dire chaque année un taux de transformation très faible de moins de 0,01%. Une des raisons majeures qui empêche cette activité d'élargir sa cible est qu'environ la moitié des participants au vol parabolique sont pris de nausées en apesanteur, au point que l'avion de 0G a été surnommé politiquement la comète à vomi. Et même si on n'est pas malade soi-même, il suffit d'avoir un voisin de cabine qui régurgite ses entrailles pour vraiment se gâcher la fête. Allez, créditons néanmoins Virgin Galactic d'une capacité marketing exceptionnelle qui lui permet d'avoir un taux de transformation 10 fois supérieur à celui de la comète à vomi, soit disons 0,1%. Ramené à notre population qui peut dépenser 200 000 € pour un vol suborbital, cela permet de vendre 350 tickets par an. Cela veut dire qu'avec ses 600 précommandes enregistrées depuis 5 ans, Virgin Galactic a déjà engrangé presque 2 ans d'activité dans un marché du vol suborbital qui ne pèse au final qu'un maigre 70 millions d'euros par an. Même à supposer qu'il soit capable de capter 100% de ce marché, cela met la barre très en dessous des prévisions financières de Virgin Galactic qui prévoyait de faire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un horizon de 3 ans. Arg, dur. La seule manière pour Virgin Galactic de s'en sortir financièrement, c'est d'être capable de proposer une baisse drastique du prix du billet afin de pouvoir fortement élargir la cible potentielle. Par exemple, avec un prix à 10 000 € par siège, on pourrait vendre 30 000 tickets par an et agrandir le marché de 70 à 300 millions d'euros, ce qui est le strict minimum en passant pour espérer atteindre la rentabilité opérationnelle. Et bien sûr, cette baisse drastique de prix de revient doit se faire sans rogner sur la sécurité. Pas besoin de trop insister sur le fait que s'il y avait le moindre accident grave durant l'exploitation, cela aurait de quoi refroidir instantanément les ardeurs des plus enthousiastes. Enfin, dans un scénario où on se retrouverait à faire des milliers de vols suborbitaux par an, il y a aussi un risque important que l'activité soit de plus en plus vue comme une aberration écologique, sujet de plus en plus sensible pour la cible CSP++ visée. D'ailleurs, il semble que certains actionnaires historiques de Virgin Galactic aient quelques doutes en lisant le prospectus boursier. On se rend compte que sur les 700 millions de dollars levés lors de l'introduction en bourse, 300 millions sont allés non pas dans les coffres de l'entreprise, mais directement dans les poches des actionnaires qui ont vendu leurs actions. Ce procédé est assez atypique pour une introduction aux États-Unis et a de quoi faire tiquer un peu un investisseur avisé. Méditez là-dessus et appliquons maintenant l'approche bottom-up au vol orbital. On a vu qu'avec un ticket de 20 millions d'euros, le marché est tellement microscopique qu'on ne peut pas vraiment raisonner dessus.
Pour faire une projection intéressante, il faut s'imaginer un futur qu'on espère pas trop lointain, où le coût pour aller en orbite aura drastiquement baissé. Pour fixer les idées, on va prendre l'hypothèse très ambitieuse qu'on a réussi à faire descendre le prix d'un séjour en orbite autour de 40 000 € par personne. Cela revient à diminuer les coûts d'un facteur 500, autant dire qu'on a peu de chances de voir ça de notre vivant. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir où ça nous mène. Outre son coût, le vol orbital a d'autres caractéristiques qui en font une expérience très particulière. 1. C'est une activité qui nécessite une très bonne condition physique. Les tests d'aptitude sont absolument drastiques. À ce sujet, on peut parler de la mésaventure de Daisuke Enomoto. En 2006, ce riche japonais avait payé d'avance 21 millions de dollars pour faire un séjour dans la station spatiale. 3 semaines avant le lancement, la tuile. Des derniers tests médicaux le déclarent comme inapte à la mission. Malheureusement pour lui, son contrat avec la société Space Adventure ne prévoyait pas de remboursement. Il a eu beau les traîner en procès, il n'a jamais pu récupérer ses millions. 2. C'est une activité qui nécessite un long entraînement. Même en tant que simple touriste payant, pour avoir le privilège d'aller dans l'espace, il faut accepter de subir plusieurs mois d'entraînement intensif dans un centre spécialisé. Les procédures de sécurité sont d'une complexité qui ferait qu'en comparaison, celle de l'aviation serait comme le manuel d'une lampe de poche. 3. C'est une activité dangereuse. 5% des astronautes qui sont allés dans l'espace sont morts à l'entraînement ou en mission. Après 60 ans d'industrie spatiale, plus de 2% des lanceurs subissent encore un incident grave lors de leur ascension. Bon, on pourra certainement améliorer ce ratio à l'avenir, mais il n'empêche, monter dans une fusée, ça veut quand même dire s'asseoir sur l'équivalent de 1000 tonnes de TNT et se convaincre qu'il n'y aura pas d'accroc lors de la mise à feu. Quant à l'espace orbital, ça reste toujours un milieu extrêmement hostile où la moindre erreur peut être fatale. Enfin, le retour sur Terre est lui aussi un moment très délicat et le moindre problème tourne vite au drame. 4e et dernier point particulièrement important à garder en tête dans le contexte touristique. Le vol orbital est une activité qui implique d'accepter un degré important d'inconfort physique. La première chose qui frappe tous ceux qui pénètrent dans la Station spatiale internationale, c'est le bruit incessant des machines de ventilation. D'après les témoignages, il y a aussi une odeur assez forte, un sorte de mélange d'antiseptique et de sueur assez similaire à celle d'une prison. Quand on y pense, rien de très surprenant dans un espace aussi confiné. En apesanteur, les besoins les plus élémentaires comme aller aux toilettes deviennent vite des expériences éprouvantes. L'espace étant très contraint, on subit une promiscuité permanente qui implique de renoncer à toute intimité. Pour couronner le tout, les 3 premiers jours dans l'espace, la plupart des gens subissent un plus ou moins violent mais inévitable mal de l'espace. Face à toutes ces contraintes, la récompense c'est bien sûr de jouir d'une vue grandiose que très peu d'humains ont eu le privilège de contempler. Les futuristes essayent souvent de vous dépeindre vos futures vacances en orbite comme quelque chose qui en termes de glamour serait proche d'un séjour dans un hôtel de luxe des Caraïbes. Mais au vu des contraintes qu'on a évoquées, l'expérience qui me paraît le plus s'en rapprocher, c'est l'ascension de l'Everest. À première vue, cette analogie peut paraître un peu tirée par les cheveux, mais en y regardant de près, les similitudes sont assez frappantes. Pendant longtemps, gravir l'Everest a été un exploit réservé aux meilleurs alpinistes professionnels. Depuis quelques années, moyennant un budget d'environ 50 000 €, c'est maintenant un rêve à la portée du touriste ambitieux. Comme pour le vol spatial, il faut bien sûr une très bonne condition physique. C'est aussi une expérience qui nécessite un long investissement en temps. A minima, il faut passer par une acclimatation de plusieurs semaines à l'altitude, avant de pouvoir entamer l'ascension du sommet. Malgré l'amélioration importante du matériel et l'expérience acquise, cela reste aussi une activité dangereuse, avec un taux de mortalité autour de 3%. Enfin, même dans sa version la plus luxueuse, le confort physique à 7000 mètres reste très rudimentaire. Et au final, une récompense assez similaire que le séjour en orbite, une vue magnifique et pas grand-chose d'autre à faire. L'Everest étant devenu très tendance au fil des années, le Népal et la Chine ont vendu un record de 600 permis en 2019. C'est suffisant pour créer un embouteillage au sommet, mais pas assez pour en faire un gros marché. En se disant que grâce à la baisse drastique des coûts de mise en orbite, on pourra un jour proposer un séjour en orbite pour 50 000 €, ces chiffres suggèrent que si on arrive à enrôler 1000 ou 2000 personnes par an, ça sera déjà un très beau tour de force. Dans tous les cas, on est en train de parler d'un tout petit marché mondial de moins de 100 millions d'euros. Alors, on peut toujours essayer de se convaincre que le vrai futur du tourisme spatial sera d'aller faire un trek sur la Lune. Ah, pouvoir gambader sur la mer de la tranquillité, ça promet des vacances certainement plus variées qu'être juste enfermé dans une boîte de conserve à faire des selfies autour de la Terre. Mais il ne faut pas oublier que les contraintes de prix évoquées pour le vol orbital sont encore démultipliées pour le vol lunaire. Les premiers tickets proposés par Space Adventure démarrent d'ailleurs à 100 millions d'euros.
À ce prix-là, qui paraît délirant pour le commun des mortels, on a juste le droit de survoler la Lune, même pas de s'y poser. Bien sûr, on retrouvera aussi toutes les autres contraintes décrites ci-dessus. Danger, inconfort et autres délices de l'espace. Bref, ce n'est clairement pas un produit grand public avant très très longtemps. Et la prédiction de la banque UBS que le tourisme spatial sera dans 20 ans un marché de 3 milliards, ça paraît hautement irréaliste. Lorsqu'on se penche un peu sérieusement sur les chiffres, il est malheureusement probable que le tourisme spatial, qu'il soit suborbital ou orbital, restera une curiosité pour quelques riches passionnés. Le passage industriel à un vrai marché touristique de grande ampleur n'est pas pour demain, ni même après-demain. Bien conscients de la difficulté du problème, les grands entrepreneurs de l'espace font miroiter que la vraie opportunité grand public à long terme pour leur fusée est en fait de proposer des liaisons intercontinentales hyper rapides. Avec un vol balistique, on peut en théorie relier n'importe quel point sur Terre en moins d'1 heure. Faire New York-Tokyo ou New York-Sydney en 60 minutes, c'est quand même très séduisant. Plutôt que le vol suborbital soit confiné à être le saut à l'élastique des super riches, il pourrait servir un vrai marché très solvable de la clientèle d'affaires pour qui le temps, c'est de l'argent. Bon, cela dit, on est plus là dans l'industrie du transport que celle du tourisme à proprement parler. Xeno Research fera une vidéo consacrée à ce sujet passionnant. En attendant, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, ce qui semble être le cas, j'ai la faiblesse de penser que vous l'avez pas trouvée totalement inintéressante. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like et partager autour de vous. Merci et à bientôt.